Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. Aujourd'hui, nouvel épisode, nouvelle semaine, nouvelle journée ce week-end, un petit peu spécial. Alors sans plus attendre, on est parti pour un nouvel épisode de MLS Time. Let's go! Comme je vous l'ai dit, nouvel épisode, une journée un petit peu spéciale, mais on va y venir après. On va déjà faire un point sur la journée qui s'est passée le week-end dernier. Je vous avoue que j'ai regardé pas mal de matchs et je me suis un petit peu ennuyé. Pas du fait qu'il y ait pas de but, mais j'ai trouvé des équipes qui commencent à calculer. On sait San Diego est premier de sa conférence et la première équipe qualifiée. Mais après, j'ai pas été transcendé. Vous voyez, par exemple, j'ai regardé Cincinnati NYCFC. Donc Cincinnati s'est incliné 1-0 à domicile. Je vous avais dit le week-end dernier, je vous le redirai encore. NYCFC, c'est vraiment une équipe qui peut battre et embêter toutes les équipes de MLS. Et bah, ils ont été gagnés quand même à Cincinnati, qui va pas forcément au mieux chez elle, tout comme Columbus. Columbus qui s'incline. Alors là, par contre, ils abusent chez eux. 2-1 contre les Revs. Bon, les Revs, c'est une équipe qui a quasiment plus rien à jouer, sauf s'ils font une énorme série. Mais Columbus est en train de glisser. On en parlera un petit peu plus tard. Miami avait fait beaucoup tourner et n'a pas su faire mieux que 1 partout face à l'horrible DC United. Montréal s'est imposé 3-2 dans un match fou à domicile face à Austin. Philadelphie a giflé Chicago 4-0 avec un énorme Kai Wagner. Dallas a fait un partout à domicile contre LAFC. Houston, nouvelle défaite à domicile contre San Jose, 2-1. Nashville a mis une énorme gifle 5-1 à Orlando qui avait mis l'équipe bis, hormis quelques joueurs vu que ils avaient la Leagues Cup. Bon, ça a pas payé, mais c'était normal de focus cette compétition. Salt Lake a perdu 3-1 à domicile contre Minnesota. Minnesota confirme que c'est une équipe qu'il va falloir prendre très au sérieux au playoff. Vancouver a gagné 3-2 à domicile face à Saint-Louis dans une polémique, vous avez dû le voir sur les réseaux, la polémique du penalty à la dernière seconde, 90e minute. Ça a été complètement lunaire, on ne sait toujours pas s'il y a contact ou non pour le penalty. Bref, il s'impose à la 90 plus 10, donc centième minute, je crois, enfin, c'est même sûr, sur un penalty de Thomas Müller qui marque son premier but. LA Galaxy a giflé Colorado Rapids 3-0 à domicile. San Diego Portland 0-0. Celle-là, fallait le trouver. Fallait le trouver qu'il allait avoir 0-0. Atlanta Toronto 0-0. Ça, par contre, ça m'a pas étonné. J'ai regardé le match et franchement, je pense que c'est un des plus mauvais matchs que j'ai pu voir cette saison en MLS. J'ai même envoyé un message à Quentin Vesberg qui m'a répondu également que c'était pas le match de l'année, ça voulait tout dire. Charlotte a gagné à domicile en nouveau clean sheet contre les Red Bull New York 1-0. C'est leur troisième clean sheet de suite. Et Charlotte, attention, revient au devant de la scène. Malanda est transféré, mais il reste jusqu'à la fin de saison. Et cette équipe va être à surveiller. Et enfin, on a Seattle qui a calé un 5-2 à SKC. Un petit point classement, comme je vous le disais à l'ouest, San Diego, c'est la première équipe qualifiée pour les playoffs. Alors attention, ça va commencer à calculer, mais des équipes vont vouloir prendre des points. Comme vous le savez, le premier de la conférence rencontre le qualifié entre le 8e et le 9e qui joueront les play-in. Le deuxième rencontre le 7e et ainsi de suite. Donc il y a quand même un intérêt à finir haut et pas être 4-5e parce que tu joues 4e, 5e, deux équipes moyennes, c'est plus compliqué. Donc San Diego leader, suivi de Minnesota et de Vancouver qui ferment la marche du podium. Seattle arrive ensuite. LAFC un petit peu décroché, 5e avec 41 points. Vancouver est 3e avec 49 points, même si LAFC a 2 matchs de retard. Ensuite, on trouve Portland, Colorado qui sont 6e et 7e. Et San Jose et Austin, 8e, 9e, ex aequo avec 5 points et 4 points d'avance sur Salt Lake qui est 10e. Et ils ont 5 points d'avance sur Dallas qui est 11e. Après Houston à 29 points, donc 6 points de retard. Bon, c'est encore jouable, mais après Kansas City 24 points, ça leur fait 11 points de retard, c'est compliqué. Et enfin Saint-Louis et les Galaxies ferment la marche.
À l'Est, on a Philadelphie qui repasse en tête avec 54 points, 22 de différence plus 22 de différence de but. C'est la plus grosse différence de but de MLS. Une équipe qui est quand même ultra solide, cette équipe de Philadelphie, qui est suivie de Cincinnati, 2e, 52 points. Nashville, 3e, 50 points. On a ensuite Charlotte qui est là et qui s'est replacée avec ses 47 points. Donc 3 points de retard sur le podium, mais qui est quatrième. Orlando, 47 points, égalité avec Charlotte. Miami, 46 points. Miami a 3 matchs de retard, donc potentiellement ils peuvent remonter sur le podium. Et Columbus, dont je vous parlais, ils sont septième avec 45 points. Et attention, puisqu'on a NYCFC qui est huitième avec 44 points, 1 point de retard. Sachant que Columbus a plus 4 de différence de but. NYCFC a plus 7. On est sur une équipe de Columbus qui glisse dangereusement. Après, c'est un peu décroché puisque 5 points derrière NYCFC, on va avoir le duel, ça jusqu'au bout, entre les Red Bull New York et Chicago qui ont 39 points chacun. Même si Chicago a un match de retard, après New England est trop loin, hein. Ils ont 8 points de retard. Toronto, Montréal, Atlanta. Atlanta, s'ils perdent ce week-end et qu'il y a les Red Bull New York qui gagnent, c'est terminé pour eux. Donc voilà. On est sur un petit suspense quand même à l'Est et à l'Ouest. Sur des équipes qui étaient pas forcément attendues là, hein. Je vois Columbus, moi je les attendais beaucoup plus haut. Les deux New York vont se taper pour les playoffs. De l'autre côté, on a un duel entre Austin, San Jose, Salt Lake et voilà. Et ben écoutez, sans plus attendre, on passe aux Actu Club. Il n'y a pas eu énormément d'actualité cette semaine puisque il y a la Leagues Cup, donc il y a eu la Leagues Cup cette nuit. Miami en demi-finale a éliminé Orlando en s'imposant 3-1. Orlando menait 1-0 et ensuite on a eu Messi qui a mis un penalty, un autre but et puis Luis Suarez qui donne une passe D à Segovia. Et Orlando menait quand même 1-0 avant de prendre le carton rouge. Brekalo qui prend un carton rouge. Mais avant ça, ils menaient 1-0 et je pense que c'est ce qui a vraiment fait la différence. Dommage pour Orlando qui affrontera LA Galaxy pour la 3-4e place. Cette place a de l'intérêt puisqu'elle vous permet de vous qualifier si vous êtes 3e pour la CONCACAF Champions Cup qui est l'équivalent de la Ligue des Champions qui a lieu, vous savez, au mois de février en début d'année. Donc le Galaxy, comme je vous le disais, s'est incliné 2-0 à domicile face à Seattle. Seattle donc qui retrouvera Miami en finale. Et ça se jouera dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin, pendant que LA Galaxy jouera contre Orlando à 23h dimanche soir. Donc, vu que ces équipes-là ne jouent pas en MLS, ça fait 8 équipes, donc les 4 là, plus leurs adversaires, 8 équipes en moins. Donc pour votre fantasy sport, dont on parlera à la fin, ne vous étonnez pas si sur Sora ou autre, vous ne pouvez pas sélectionner des joueurs. C'est simplement qu'il n'y a pas toutes les équipes qui jouent. On passe aux actus, ça y est, on est parti. Alors, Philadelphie, on va commencer par eux. Jan Glavinovic, vous savez, qui est en prêt avec une option d'achat, est mis sur la liste des blessés de fin de saison, donc il se remettra pas, hein. Il a été opéré du ménisque, ça se remet pas assez vite. J'ai hâte de voir s'ils vont le garder ou non, vu qu'il y a Macagnac en train d'exploser. Ils ont trouvé quand même Ariel plutôt pas mal en centrale. Je pense qu'ils vont 3,5 millions, je me souviens, l'option d'achat de Glavinovic pour un joueur qui a très peu joué, qui a été beaucoup blessé. Je suis pas sûr que Philadelphie lève l'option d'achat en fin de saison. Et puis l'autre nouvelle, c'est que André Blake va être absent quelques semaines pour sa blessure aux ischio-jambiers. Donc Andrew Rick va encore jouer ce week-end. Ils ont également recruté George Marks, Philadelphie, donc qui était un gardien qui a été laissé libre par l'équipe de Charlotte. Donc ils l'ont récupéré en prêt puisque ils ont prêté Olivier Semmel en USL et ils se retrouvaient plus qu'avec un gardien avec la blessure de André Blake. On passe à Columbus. Bonne nouvelle, c'est qu'hier mercredi, Mo Farsi avait repris l'entraînement et son statut pour ce week-end est encore à définir. Il est incertain, mais Darlington Nagbe, la plaque tournante de l'équipe, ne s'entraîne toujours pas. Et lui, c'est une grosse perte, mine de rien. Darlington Nagbe, 5 MLS Cup à son compteur. Je pense que c'est le genre de joueur qui vous manque énormément dans une équipe qui apporte vraiment de la stabilité au milieu. On passe à Atlanta. Donc Henderson, le directeur général, a indiqué que Atlanta cherchait un gardien numéro 1 pour la saison prochaine. Guzan a été mis au courant. Il y a la possibilité de le re-signer la saison prochaine pour le mettre en concurrence, mais il sera sur le banc. Et on rappelle, le week-end dernier, c'était le jeune Ibert qui a joué. Je ne serais pas étonné qu'il l'enchaîne. En tout cas, la nouvelle, enfin la stat même, c'est qu'Atlanta n'a pas perdu lorsqu'Ibert a joué. Donc je crois que ça fait 2 ou 3 matchs où Atlanta ne perd pas quand il joue. Et il a fait ce qu'il a eu à faire contre Toronto, même s'il n'a pas eu grand-chose.
À Montréal, c'est un peu plus actif. Donc Jalen Neal a été opéré avec succès donc la semaine dernière de l'appendicite. Il va être absent 4 à 6 semaines. Donc je suppose que c'est une saison qui est terminée pour lui. Ils ont également recruté, donc juste à la fin de l'enregistrement de la semaine dernière, Bode Hidalgo, donc de Salt Lake, défenseur central. Les infos d'hier à l'entraînement, c'est que Samuel Piette et Fabian Herbers étaient avec le groupe pour les premiers exercices, donc sans opposition. Opoku était en solitaire et Vrioni et Niel s'entraînaient en salle. Vrioni, euh, moi je sais pas s'ils vont mettre suite à leur collaboration. Quand même, on rappelle, c'est le seul DP. Alors maintenant, il y a Ivan Raime, mais bon, c'était le seul DP cette saison. Du côté de San José, donc là, c'est San José qui transfère Amal Pellegrino du côté de San Diego juste avant la fin de la deadline. 300 000 gammes. Franchement, très beaucoup de San Diego. Pour moi, Amal Pellegrino, il a rien montré de ce qu'il savait faire, de ce qu'il était quand il jouait à Bodo. Je pense qu'à San Diego, avec Lozano, Dreyer, Ingvartsen, c'est dans la rotation, ça peut être un joueur ultra intéressant. Du côté de Minnesota, donc Dominic Fitz, dont je vous parlais la semaine dernière, ça y est, il a signé à Minnesota, contrat jusqu'en 2029 avec une option pour 2030. Il attend son visa pour rejoindre le club. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est un joueur qui a ultra performé en Autriche, à l'Austria Vienne, qui était la plaque tournante. J'ai vraiment hâte de voir comment ça peut matcher avec Joaquin Pereira qui est parti pour rester puisque Minnesota refusait les offres de Trabzonspor. Le club a également annoncé que Kip Keller était prêté à New Mexico en USL. Également, gros recrutement, celui-ci, il est passé un peu inaperçu, c'est qu'ils ont signé Minnesota Nectarios Triantis de Sunderland, qui a joué pas mal de matchs la saison passée, qui avait des gros intérêts en Europe, mais au final, il rejoint Minnesota. Comme je vous le dis, Minnesota, c'est une équipe qui travaille très bien. Et ils ont également signé Alexis Farina, un jeune attaquant de 20 ans qui signe d'un club paraguayen de Cerro Porteño avec une option d'achat, en prêt jusqu'à la fin d'année avec une option d'achat. Donc comme je vous l'ai dit, Fitz, Triantis, Farnia attendent leur visa. Et on a eu l'info hier comme quoi Villarreal finalisait le transfert de Tani Oluwaseyi pour 7 millions. Il doit signer son contrat aujourd'hui. Du côté de Nashville, donc Nashville a signé définitivement l'ailier qui leur était prêté, Jonathan Perez. Donc ils envoient un transfert en cash quand même de 1,5 million à LA Galaxy puisqu'il leur appartenait avec 300 000 dollars de bonus atteignables et ils signent comme initiative U22. On reste à LA Galaxy. Donc Greg Vanney nous a dit qu'ils essayent toujours de déterminer si Ricky Puig pourra jouer cette saison ou non. Il doit encore valider des tests depuis sa blessure au croisé. Donc ils vont pas presser vu la saison qu'il y a. On rappelle que LA Galaxy, s'ils battent Orlando dimanche soir en Leagues Cup, ils seraient qualifiés à la prochaine CONCACAF Champions Cup. Donc je pense qu'à mon avis, s'ils se qualifient, ça va être la prochaine échéance pour laquelle ils vont préparer Ricky Puig. Du côté de Colorado, Paxton Aronson a signé jusqu'en 2030 comme DP. Il a fait son entrée le week-end dernier, mais n'a pas empêché la défaite. Houston a également signé l'ancien joueur d'Offenheim qui était libre, le milieu Diadier Samasekou. Ça va amener un peu de muscle au milieu et de toute façon c'est une équipe qui manque énormément de qualité, cette équipe de Houston. Du côté de Dallas, Eloy Room, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le gardien de Columbus, s'entraîne avec l'équipe de Dallas et il devrait signer pour eux prochainement, un gardien de 36 ou 37 ans, je ne sais plus exactement, mais qui devrait donc signer du côté du Texas. À Cincinnati, c'est la news qui est tombée à la toute fin du mercato, c'est que ils ont signé Brenner, leur ancien attaquant qu'ils avaient vendu à l'Udinese. Donc il est déjà à l'entraînement, hier il était à l'entraînement, donc Brenner devrait être disponible dès ce week-end, c'est une énorme signature. Ils ont également recruté Dominique Markzouk, un joueur que j'aime beaucoup de Salt Lake, qui va pouvoir jouer piston droit. Ils ont renoncé à l'attaquant Sergio Santos, ouais, qui a du mal à performer avec Brenner, bah, ils lui ont coupé la tête. Donc ils ont racheté son contrat. Et l'info d'hier à l'entraînement, c'est que Miles Robinson ne s'entraînait toujours pas. Du côté de Toronto, le directeur général, donc Jason Hernandez, a dit qu'ils ajouteraient un DP offensif pendant l'intersaison. Voilà, Brynildson n'a pas donné satisfaction devant. Je pense qu'ils vont aller chercher quand même un numéro 9 de qualité, ou vu qu'ils ont maintenant Georgi Mihailovic, ou peut-être un ailier. Il a également dit que José Cifuentes ne s'était pas encore rendu au club. Il attend d'avoir ses papiers. Mais voilà, José Cifuentes, Georgi Mihailovic, s'il signe un attaquant, un ailier ou deux, je pense que cette équipe peut revenir sur le devant de la scène la saison prochaine.
On passe à Vancouver, donc j'espère, Sorensen a parlé de Brian White, il a dit qu'il tiendrait au courant, les médias et la presse dès qu'il aurait plus d'infos de sa blessure musculaire du week-end dernier. On n'a pas eu plus d'infos depuis, ça devrait tomber ce soir ou demain. Du côté de Charlotte, grosse activité, Dean Smith nous a dit que Pep Bill était à 70, c'est ultra précis, merci Dean Smith et ils espèrent le récupérer pour le match contre Miami le 13 septembre et il a dit qu'il progressait bien, c'était une blessure donc, aux ischio-jambiers. Charlotte a reçu plusieurs intérêts de clubs portugais pour Kerwin Vargas également, à noter. Toffolo, la recrue, avait débuté donc le week-end dernier comme latéral gauche et il s'est blessé. Donc Souleymane Doumbia faisait que de se blesser, Toffolo se blesse. Je pense qu'il y a une malédiction à Charlotte sur le poste de latéral gauche. Mais bon, voilà, Toffolo, la recrue qui est déjà blessée. Le DG de Charlotte a parlé de Toclomati, comme quoi il y avait eu des offres, mais qu'il n'est pas à vendre, qu'ils en ont pas parlé et que c'est pas prévu d'en parler dans un avenir proche. Moi, je pense que Toclomati peut vraiment devenir la grosse valeur marchande et se vendre au prix où ils ont vendu à Guémang, donc 8,5 millions. Toclomati, j'y crois beaucoup. C'est vraiment un très très bon jeune. Et je pense que voilà, Charlotte fait bien de le garder. Et c'est aussi pour ça qu'ils ne se sont pas précipités sur un numéro 9. Parce que quand tu as Toclomati, ultra complet, je pense qu'il te fait largement l'affaire. On finit par LAFC qui a signé l'ailier roumain Alexandru Baluta, donc qui arrive du Steaua Bucarest, enfin l'ancien Steaua Bucarest. Il y a également une info qui est tombée hier, très déçu de cette info, enfin déçu, est-ce qu'on peut dire déçu? C'est Maxime Chanot qui annonce la fin de sa carrière professionnelle du fait de sa blessure à la tête, donc il est toujours pas revenu depuis l'intersaison où il avait pris un énorme choc. Donc Maxime Chanot qui a gagné la MLS Cup, qui a fait une finale de MLS Cup, CONCACAF Champions Cup, voilà, qui met fin à sa carrière. Je pense qu'il en avait encore sous le pied. J'ai vu il avait ouvert une académie, il est présent dans les médias. Je pense que ce serait un très bon consultant qui pourrait en plus donner une belle image de la MLS. En tout cas, voilà, fin de carrière pour Maxime Chanot. C'est assez décevant quand même parce que je pense qu'il avait encore malgré ses 35 ans, une ou deux saisons à donner à la MLS. Et une info qui est passée sous le radar, c'est qu'Igor Rezou s'est sorti en fauteuil roulant à la mi-temps du match d'LAFC la semaine dernière. Apparemment, ça risque d'être les croisés. Voilà pour les actus de la semaine, comme je vous l'ai dit, pas énormément d'actu, on n'a pas toutes les équipes qui jouent ce week-end, je pense que certaines ont mis un peu de repos. Donc on va passer tout de suite au Fantasy Sport pour ce week-end. Allez, on est parti. On arrive donc à cette partie Fantasy Sport, Fantasy MLS, Sora. On n'a pas toutes les équipes qui jouent ce week-end et je vais vous dire un truc, les matchs ne me hype pas énormément. On va démarrer avec un match quand même qui me hype. Celui-ci, je pense que je vais le regarder. Donc c'est Cincinnati qui va recevoir Philadelphie, premier, deuxième, 2 points d'écart, 1h30 dans la nuit de samedi à dimanche. Je pense que c'est le match à regarder. Cincinnati, attention, neuvième à domicile. 4 défaites de suite à domicile, toutes compétitions confondues. Une victoire et 4 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et ils se sont inclinés la semaine dernière face à NYCFC sans vraiment trouver la faille. Vraiment un match avec des tentatives de loin des vendeurs. Ça a bloqué à l'approche de la surface. C'est compliqué avec Denki. Moi, je vous le dis, même s'il a mis ses 10 buts, je reste très très déçu de Kelvin Denki. Je m'attendais quand même à un joueur un peu plus football. On est quand même sur une brute, hein. C'est un peu un tank qui fait beaucoup de diff athlétiquement. Mais ouais, je suis déçu. Même s'il marque ses 15 buts, pour moi, on m'a vendu un peu un potentiel 20 buts dans la saison. Il a été un peu blessé, certes, mais je suis quand même assez déçu. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, Denki m'a un peu déçu cette saison. Et je pense que cette équipe de Cincinnati, sans Evander cette saison, très très compliqué. Mais bon, les DP sont là pour ça. Donc voilà, Cincinnati, ils se sont cassés les dents la semaine dernière contre NYCFC et ils vont avoir un très gros bloc défensif face à eux, qui est Philadelphie, qui n'a qu'une défaite sur les 8 derniers matchs de MLS. Mais ils sont sur 4 matchs sans gagner à l'extérieur, 3 défaites, un nul. Et ils ont quand même du mal à battre les gros du championnat. Parce que cette saison à l'extérieur, ils ont perdu à Charlotte, ils ont perdu à Nashville, ils ont perdu à Columbus et plus tôt dans la saison, ils ont perdu à Miami. Donc, on est quand même sur un match assez ouvert et indécis. Moi, j'ai vraiment du mal à me dire qu'il va y avoir un favori. Donc, pour le fantasy sport, j'irai quand même sur Evander, c'est impératif.
et Kai Wagner qui est toujours là, qui fera toujours son scoring, qui mettra toujours du point. Voilà pour moi, hem, c'est pas un match où je m'attends à énormément de buts, je peux me tromper. Je vois bien un partout, un 2-1 peut-être, mais c'est un match, qui est assez ouvert et indécis, donc je passerai mon tour. Un match qui va se jouer en même temps, c'est les Revs qui vont recevoir Charlotte à 1h30. Donc les Revs sont 11e, c'est un peu leur dernière, ligne droite à eux, faut qu'ils enchaînent quasiment que des victoires, donc ça va être compliqué. Il leur reste quand même un espoir. À 7 matchs de la fin, ils ont 8 points de retard quand même sur Chicago, donc je vous disais. Belle victoire à Columbus la semaine passée. C'est une équipe qui peut y croire, mais il faut plus laisser un seul point filer à la maison. Charlotte 4e, 44 points, c'est 7 victoires de suite en MLS. Après leur période creuse, ils sont vraiment en forme. Hem, 6 clean sheets sur leurs 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et 4 victoires avec clean sheet de suite. Donc je vous ai dit 3 tout à l'heure, c'est même 4 matchs de suite où ils font un clean sheet et 3 fois de suite où ils gagnent 1-0. Kalinja est revenu à un top niveau. Drake Callender, le pauvre, il va arriver à Charlotte au moment où je pense Charlotte voulait mettre Kalinja en concurrence. Et Kalinja, ça lui a mis un coup de boost. Il est revenu à un niveau stratosphérique. Toklomati, intéressant à noter, il est impliqué sur les 3 derniers buts. Donc pour moi, dans les joueurs décisifs, je verrais bien Toklomati. C'est compliqué de juger. Je pense que Carles Riel également peut être intéressant et faire des points. Wilfried Zaha éventuellement. Moi, j'irai un peu plus sur Charlotte. Je pense même que Kalinja peut tenir un petit clean sheet dans ce match-là. On passe à NYCFC qui reçoit DC United. DC United, qu'est-ce que je peux vous en dire? Ils sont éliminés de toute compétition, 2 nuls de suite, mais ils ont plus gagné depuis 13 matchs, 10 défaites, 3 nuls, saison terminée. Je pense que voilà, face à eux, NYCFC a besoin de points. Ils sont 8e, 44 points. Ils ont scalpé Nashville, ils ont scalpé Cincinnati sur les 2 derniers matchs. 6e à domicile avec 27 points, avec 2 matchs de retard sur Charlotte qui est premier à domicile avec 34 points. Ça, c'est une énorme stat. Ça vous donne quand même le ton d'une équipe très solide à l'extérieur. Alonso Martinez impliqué dans 8 des 10 derniers buts. Donc pour moi, là, c'est un bon match-up pour eux. Martinez décisif, Maxi Morales, Matt Freeze, clean sheet. Je pense que là, vous pouvez y aller sur ces joueurs-là. On passe au Red Bull New York qui reçoit Columbus. Quand je vous dis que les match-ups sont compliqués. Les Red Bull New York 9e, 39 points. Columbus 7e, 45 points. Comme on sait, les Red Bull New York, c'est une équipe ultra solide à domicile cette saison. Toute compétition confondue, c'est 12 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Ils ont mis au moins 2 buts dans 11 de ces 16 derniers matchs à domicile. Et ils peuvent, comme à chaque match, compter sur Choupo-Moting, Forsberg, c'est une équipe très solide aussi à domicile. Columbus, c'est une période compliquée pour Wilfried Nancy. Ils ont qu'un point d'avance sur NYCFC qui est en play-in, comme je vous l'ai dit. C'est une seule victoire sur leurs 8 derniers matchs à l'extérieur de MLS. Et ils ont pris au moins 2 buts dans 5 de ces 8 derniers matchs. Donc pour moi, but des deux équipes, plus de 2,5 buts. Même si, attention, les Red Bull New York peuvent tenir un clean sheet. Et je vois en joueur décisif Choupo-Moting, Forsberg. Je pense que c'est des match-ups très intéressants. Diego Rossi également. On a vu le week-end dernier Wessam Abouali a joué a fait sa première entrée. Gazdag lui vole un but. Et voilà, donc je pense que ça peut être un des matchs intéressants. Mais comme je vous l'ai dit, et comme je vous le répète, on est quand même sur des match-ups pas évidents. Toronto-Montréal, allez me dire lequel va gagner là-dedans. C'est un derby, l'enjeu c'est quand même la fierté car ces deux équipes n'ont plus rien à jouer, on va pas se mentir. Les deux sont sur 3 matchs sans défaite. Montréal avait pris 6-1 au mois de mai à Toronto et ils doivent vraiment laver l'affront. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, Toronto 12e, 24 points, Montréal 13e, 23 points. Là, c'est vraiment question de fierté. Pour Montréal, c'est de rattraper le 6-1 qu'ils avaient pris au match à Toronto et surtout de finir devant les clowns, comme ils les appellent, donc de Toronto. Toronto sont sur 3 matchs nuls de suite. Montréal a gagné au dernier match et a fait 2 matchs nuls avant. Je vois quand même Toronto très solide, mais c'est un derby où tout est jouable. Moi, je vois bien Prince Owuzu encore être décisif. De l'autre côté, je vois bien Djordje Mihailovic. Les Montréalais vont crier, sauter au plafond. Mais oui, il joue contre son ancienne équipe et on sait quand tu joues contre ton ancienne équipe qu'en général, tu as envie de leur mettre un petit but ou d'une passe D de leur faire mal. On passe au match à 2h30. Donc, Austin-San José. Austin, donc c'est une équipe qui est 9e avec 35 points et San José 8e, 35 points. Donc c'est le gagnant peut mettre un peu l'autre équipe loin, enfin loin à une victoire d'elle. Et le perdant, attention parce que Salt Lake est à 4 points derrière et pourrait se rapprocher. Donc Austin, c'est la meilleure défense
mais la moins bonne attaque à domicile de la conférence Ouest. Voilà, 11 buts encaissés, 11 buts marqués. Ils sont invaincus quand même depuis 9 matchs à domicile, donc c'est 6 matchs nuls, 3 victoires, mais que 2 clean sheets. San José glisse doucement, ils ont besoin de gagner pour rester en play-in, 5e à l'extérieur. Attention, Espinoza suspendu, ça peut faire très très mal, même s'il est dans le dur en ce moment. C'est toujours un match avec beaucoup de buts entre ces deux équipes à Austin, j'ai regardé, il y a eu au moins 4 buts dans 4 de leurs 5 derniers matchs à Austin. Mais pour moi, Austin reste quand même favori, même si je vois pas un clean sheet et je vois pas forcément une équipe se dégager dans ce match-up. Minnesota reçoit Portland à 2h30. Minnesota deuxième 50 points. Portland sixième 38 points. Portland a aucune victoire depuis 4 matchs, toutes compétitions confondues. C'est 3 défaites, un nul. Minnesota, bon bah je vous en parle depuis le début, une belle équipe, très solide, capable de faire mal à toutes les équipes. Donc moi je vois Minnesota favori, Robin Lod, Pereira, Yeboah qui va être libéré du poids de Toklomati, qu'est-ce que je vous raconte? Toklomati est à Charles, de Oluwaseyi, voilà pardon, donc Yeboah qui avait été décisif le week-end dernier, c'est fort possible également. On passe à Nashville, Atlanta. Celui-ci, c'est le meilleur match-up de la Game Week pour moi. Nashville, troisième, 50 points. Atlanta, 14e, 23 points. Atlanta, on va commencer par eux. C'est la pire équipe de MLS à l'extérieur avec elle, les Galaxy. Seulement 5 points pris cette saison. Aucune victoire à l'extérieur cette saison pour Atlanta. Toutes compétitions confondues. 9 défaites, 5 matchs nuls. Une bouillie de foot match après match. Ils ont pris au moins 2 buts dans 10 de leurs 14 derniers matchs. Bref, une équipe à la rue complet, un coach à la rue complet, une direction à la rue complet. Atlanta, la saison va se terminer, j'espère, pour que ça reconstruise. Mais je dis ça tous les ans. Dès le week-end prochain, Nashville, ils étaient sur 3 défaites de suite, mais ils ont mis un carton à l'équipe bis d'Orlando 5-1, donc de quoi reprendre de la confiance. Et avant, il faut le signaler, ils avaient fait 3 matchs à l'extérieur. Ils sont invaincus depuis 12 matchs, toutes compétitions confondues à domicile. Et, euh, et franchement, c'est une équipe cette saison qui est à 12 victoires, 3 nuls, une défaite contre Cincinnati 2-1 à domicile. Donc c'est quand même très très solide. Ils ont mis au moins 2 buts dans 10 de leurs 16 matchs à domicile cette saison. Moi je vois Nashville gagner en marquant au moins 2 buts. Le clean sheet de Willis est vraiment possible. En joueur décisif, bah, Serij Mukhtar, allez-y, tout droit. Ensuite, Palacios, Zimmerman, Nara, intéressant. Pour moi, c'est le meilleur match-up de cette Game Week. Donc, si vous avez des équipes à faire sur Fantasy MLS, sur Sora, si vous avez des joueurs de Nashville et bah, Alonso Martinez de NYCFC, ça peut être très intéressant. On passe à SKC qui reçoit Colorado aussi à 2h30. SKC 13e, 24 points. Équipe sans saveur. Voilà. Moi, c'est une équipe, je déteste parler de cette équipe. C'est pas Pete Vermes. En fait, c'est cette équipe que je n'aime pas du tout. 4 défaites de suite en prenant au total 13 buts, aucune victoire depuis 6 matchs, aucune victoire depuis 4 matchs à domicile. Bref, on a fait le topo, on a fait le tour. On va passer à Colorado qui a besoin de points, mais qui est en difficulté à l'extérieur. Ils sont 11e de la conférence Ouest. Ils ont pris 27 buts en 14 matchs à l'extérieur. Une seule victoire sur leurs 11 derniers matchs à l'extérieur. C'est quand même compliqué. Ils ont pris au moins 2 buts dans 10 de ces 11 derniers matchs, hein. Donc pour moi, match-up très compliqué à éviter. Peut-être Joe Belgique, décisif, l'attaquant de SKC, parce que SKC marque quand même des buts, même s'ils en encaissent beaucoup. Saint-Louis va recevoir aussi Houston en même temps. J'ai pas envie de parler de ce match, mais on va en parler quand même. Saint-Louis 14e, 21 points. Houston 12e, 29 points. Houston est à 6 points des play-in. 9 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. 6 défaites, 3 nuls. Où ils ont pris au moins 2 buts dans 6 de ces 9 derniers matchs. Saint-Louis, on va tenter d'être positif. Allez. Ils ont battu Nashville à domicile au dernier match. Ils ont gagné les 3 matchs qu'ils ont joués chez eux contre Houston. Donc voilà, moi je vois quand même Saint-Louis. Enfin non, je sais même pas, je vais vous dire oui, je vois Saint-Louis qui est, un peu devant. Ouais, je dirais, allez, Marcel Hartel, le Tusher, voilà, mais c'est pas un match qui m'inspire, hein, franchement. Et on va terminer avec le dernier match, et celui-ci est assez complexe aussi à 4h30 dimanche, donc c'est LAFC qui va recevoir San Diego. LAFC 5e, 41 points. San Diego 1er, 53 points, clinched, comme disent les Américains, donc qualifié. LAFC troisième de la conférence à domicile, co-meilleure défense de la MLS à domicile avec Nashville, invaincu depuis 5 matchs toutes compétitions confondues. Son est en grande forme. San Diego, premier de la conférence Ouest à l'extérieur. Je pense qu'on peut avoir un très beau match, un match qui peut donner des buts en joueurs décisifs. J'irai quand même plus sur les joueurs de l'AFC, Banga, Heung-Min Donc voilà un peu pour le dernier match. Écoutez, comme vous l'avez entendu, pas inspirant. Moi je vous dis, il y a Nashville
qui reçoit Atlanta, qui est très intéressant. L'attaque d'NYCFC contre DC United. Après, on est quand même sur des matchs compliqués. Donc, vous voyez, les gardiens, je dirais, bah, Willis, Matt Freeze, automatiquement. Même si Stuver et Sean Johnson sont intéressants. En défense, bah, on privilégie Wagner, Palacios, Zimmerman, Narar, les joueurs qui ont des bons match-up. Au milieu, Evander, bien sûr, Carles Krill, parce qu'ils font toujours des pointes. Verskov également, un peu dans le même style. Marcel Hartel dont je vous parlais. Et les plus intéressants restent pour moi Forsberg et Mukhtar. En attaquant, bah, Choupo-Moting, Toklomati, Martinez, bien sûr, Surridge, Joveljic dont je vous parlais. Après, vous avez Banga, Son, pas évident, Dreyer qui fait toujours un peu de points. Donc voilà un peu pour la Game Week du week-end qui est pas forcément évidente. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode, comme je vous le dis. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter, à le commenter, à le repartager sur les réseaux. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de MLS Time. Let's go!